Vendredi 10 décembre 2021, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville, épisode numéro 75. Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau. Max, très heureux de te retrouver après avoir eu la chance de faire un match avec toi entre les Bucks et le Heat de Miami mercredi. Ça fait un véritable Oui. plaisir et Max, je dois dire que tu as été mon sauveur mercredi. Parce que, Ah, t'avais pas écoute, soupé? écoute, ça m'arrive jamais. Et là, sans vouloir briser la magie de la télévision, on avait un enregistrement avec Joël Anthony et Annie Larouche. Parce que oui, cette entrevue-là n'était pas en direct. On l'a tournée vers 6h30. Et là, je vais Ouais. chercher mon gars à la garderie. Je pars de la maison. Je m'attends à être à l'heure. Je me dis, quand je vais arriver à Montréal, j'irai me chercher un sandwich ou peu importe. Et finalement, ça m'a pris 1 heure à me rendre jusqu'à RDS. Donc là, Ouais. je fais les calculs. Je me dis, ah ben, je vais aller dans les machines de RDS, il n'y a pas de problème. J'arrive là, les machines sont vides. Là, je me dis, OK, j'ai quand même dîné tard, là, mais là, je ne pourrais pas souper. Mais Max a été mon sauveur parce que, comme vous le savez, généralement, Max amène des bonbons. Donc, Max m'a permis de Eh souper aux oui. bonbons. Tu sais, ce qui n'est pas l'idéal, mais c'était ça ou le gâteau de la 2000e émission du 5 à 7. Et les Ouais. techniciens, les caméramans, les soundmen, tout le monde se sont garochés dans ce gâteau. Je pense qu'il y avait plus de crémage que de gâteau. Fait Je que pense qu'il y avait finalement, plus de j'ai gâteau, suppo hein. non, c'est ça. Fait que je pense que grâce à toi, on a pu avoir un bon match. On a fait ce match-là sur un rush de sucre, clairement. Ouais. Mais j'espère que les gens à la maison ont apprécié. Comment ça va, Max? Ça va super bien. Écoute, comme je te l'ai dit, moi, je suis un gars d'équipe. J'étais là pour toi. Ah Puis, oui. ça paraît peut-être pas, mais oui, des fois, un match de 3 heures, t'as une petite fringale. Et moi, mon problème, c'est que j'ai toujours une petite fringale. Mais écoute, je suis là pour toi. Je suis un gars d'équipe. Puis, ça m'a fait plaisir de partager mon sac de bonbons que je t'ai amené. Et on a eu un bon match. Écoute, Ouais. je te mentirais pas qu'en voyant la liste des blessés du Heat, je me suis dit, ouf, ça va être un peu difficile. Puis, écoute, une belle victoire du Heat là, à la maison contre les champions, les défendants champions de la NBA. Ouais. Donc aujourd'hui, au balado du centre-ville, il va être question, bon, comme je le mentionnais, de la nomination de Joël Anthony à titre de directeur général de l'Alliance de Montréal. On vous propose d'ailleurs l'entrevue qui m'a empêché de souper, entre guillemets, que j'ai fait avec Joël et Annie mercredi. On va parler également d'une transaction qui n'a jamais eu lieu, euh, mais qui aurait pu vraiment changer le cours de la NBA il y a presque 10 ans, jour pour jour. Euh, également, plusieurs autres sujets de l'actualité de la NBA. Mais tout d'abord, on accueille notre invité William Archambault. Et d'ailleurs, à la maison, il faut savoir que la raison principale pour laquelle on enregistre ce balado vendredi cette semaine et non mercredi, c'est pour enfin avoir la chance d'accueillir William. C'est dire, Max, à quel point Will est une superstar. Hein? On est prêt à É- déplacer le balado spécialement Écoute, pour lui. c'est peut-être le deuxième homme le plus occupé à Montréal après Mika Guerrier. Donc, bien content de te Ouais. voir, mon Will. Hey, ça fait plaisir d'être là, les gars. Ah, Will, on aimerait aujourd'hui, évidemment, profiter de ta présence pour parler des records, mais plus particulièrement celui de Ray Allen qui va être battu par Steph Curry. Allen, avec ses 2973 tirs de 3 points, réussis au cours de sa carrière. Il en manque 9 pour y aller, 10 pour battre le record pour Steph Curry. Ça pourrait être dès samedi contre les 76ers. Euh, mais c'est quand même assez fou malgré son jeune âge quand même pour Steph Curry, déjà d'être détenteur du titre du record en 2021, peut-être en 2022, avec une carrière qui va se prolonger, espérons-le. On va éviter les blessures du côté de Steph Curry pendant de nombreuses années, si bien que, essentiellement, ce record-là, ça va faire partie des records qui vont pratiquement être impossibles à battre. Ce sera d'ailleurs le sujet de ta chronique, William. Mais est-ce que tu peux nous mettre en perspective ce que ça représente, ce record qui va être battu sous peu, celui de Ray Allen qui va être battu par Steph Curry? En fait, c'est intéressant, tu sais, quand on parle de records qui vont probablement jamais se faire battre, on parlait aussi du différentiel de points dans un match qui allait jamais se faire battre, qui était de 68 dans le temps. Ouais, Et Ouais, on on en a l'a parlé. battu ce mois-ci avec dans le match de Memphis contre OKC.
Le différentiel maintenant est rendu quoi? Du 73 points maintenant, ce qui est quand même assez fou. Et pendant le même mois, maintenant, on va battre le record de Ray Allen, Steph Curry qui j'avais prédit qu'il allait battre le record contre les Blazers, qu'il allait marquer 16 3 points lors de ce match-là et battre le record de Klay Battre le Thompson pour record. le plus de tirs de 3 points dans un match qui était de 13. Steph s'était donné ça comme challenge, mais on peut imaginer comment que les Blazers ont réagi, eux autres, quand ils ont entendu Steph Curry dire « Je vais marquer 16 3 points dans le match Non. contre vous ». On a vu la défensive des Blazers sur Steph. Ils ne voulaient vraiment pas qu'il touche au ballon lors de ce match-là. Mais pour revenir à ta question, c'est certain que battre le record de Ray Allen, qui est un des meilleurs francs-tireurs de tous les temps, ça va être un exploit qui est extraordinaire pour Steph Curry, un jeune joueur. En fait, il est plus rendu jeune, mais dans le temps, lui, il était jeune quand il a vu Ray Allen franchir ce record-là. On le sait, lorsqu'il s'est fait repêcher à Davidson, là, il n'y avait aucune équipe qui le voulait. On avait Virginia Tech qui lui avait dit Steph, tu peux être un walk-on, là, tu peux joindre à l'équipe, mais on n'a pas de bourse d'études pour toi. Puis peut-être que tu vas jouer les prochaines années. Steph Curry a dit ben non, je vais aller à Davidson. Et Bob McKillop, mon entraîneur, a vu le potentiel en lui. On a vu que Steph Curry était un franc-tireur incroyable à Davidson pendant ces 3 années-là. Puis on s'était dit, lorsqu'il allait entrer dans la NBA, on sait qu'il allait avoir une bonne carrière, qu'il allait être un des bons tireurs de la NBA, compte tenu que son père, lui aussi, était un des meilleurs tireurs de 3 points de tous les temps. Mais de voir Steph se rendre là, après quoi, 750 quelques matchs, c'est un exploit. 86, c'est remarquable. Et une chose qu'il faut se dire, par contre, c'est le fait aussi que le style de jeu de la NBA a changé depuis le temps de Ray Allen. On Ouais. peut voir dans ces années-là, et même dans les années antérieures, où est-ce que la majorité des points étaient marqués à l'intérieur de la clé. Des joueurs qui étaient aussi dominants comme un Wilt Chamberlain, un Shaquille O'Neal, marqués à l'intérieur de la clé. Et après ça, on a eu des joueurs qui ont développé le mid-range game, puis qui ont marqué beaucoup de points dans ce territoire-là, comme un Michael Jordan, par exemple, qui a marqué la majorité de ses points, oui, en dunkant, mais avec des tirs de mi-distance. Maintenant, on voit l'évolution du jeu, où est-ce qu'on se fie beaucoup plus sur la ligne de 3 points pour marquer des tirs. Et on voit beaucoup de plus jeunes joueurs, des joueurs qui ne sont pas encore dans la NBA, que ce soit au niveau universitaire, au niveau du secondaire, mettre de l'emphase de plus en plus sur les tirs rapides de 3 points, surtout en transition. Donc, le fait de voir un joueur comme Steph Curry marquer autant de points de 3 points, ça a complètement changé l'allure du match ou l'allure du sport en tant que tel. Ouais. C'est une des raisons pourquoi Steph Curry il parle changing the game, having an impact on the game. Puis lui, c'est un des joueurs qui est les plus influençables. Donc, en voyant ça et en voyant que Steph va battre le record de Ray Allen cette année, c'est quelque chose qui est remarquable. Puis, ce que je t'en de dire aussi, avec le style de jeu qui change, c'est que d'après moi, c'est un record qui va peut-être même être battable si jamais la tangente se continue et si les règles évoluent. On va-tu rajouter un tir de 4 points à un moment donné? Si on rajoute un tir de 4 points, ça se peut que les joueurs pile sur la ligne ou soit à l'intérieur de la ligne entre la ligne de 3 points et 4 points. Est-ce qu'on va considérer ça comme un tir de 3 points? Je ne sais pas. Mais ça se peut qu'avec les changements de règlement, ça l'arrive. Donc, ça va être un record, oui, qui va être difficile à battre, mais peut-être qu'il va être battable au cours des 10, 15, 20 prochaines années. Écoutez, Ray Allen a eu besoin, puis je comprends ce que tu dis, Will. Allen a eu besoin de 1300 matchs. Curry est à 786. Et Curry a 33 ans. Ray Allen a joué jusqu'à 38 ans. Ajoute 5 autres années à 300 tirs de 3 points en moyenne réussis, disons, par Steph Curry. On est à 1500. Donc là, c'est un record. Là. On peut s'approcher du 4500 tirs de 3 points. Ça commence à être beaucoup, d'autant plus que ça prend une carrière très longue. On doit éviter les blessures aussi. Donc, ce sera évidemment un record qui va être difficile à battre. J'aimerais vous entendre. Jay Williams a mentionné sur les ondes d'ESPN que Curry a davantage révolutionné le basketball que Michael Jordan. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En partie, oui. Je pense que Michael Jordan a donné un aspect global, planétaire sur le basket, la popularité. Mais je pense qu'en termes de changer la game de la NBA, avant, tu faisais des transitions 2 contre 1. Il n'y a personne qui arrêtait aux 3 points pour tirer un 3 points. Là.
il fallait que tu fasses un lay-up, tu te rendes au panier. Maintenant, on voit tôt dans des matchs, dans une transition, tôt dans le chronomètre de 24 secondes, quelqu'un effectue un tir de 3 points, puis même, c'est même plus de la ligne de 3 points, c'est rendu euh, Du 4-5 logo. pieds Du derrière logo. cette Ouais. ligne-là. Écoute, Steph il lance du logo, Damien Lillard, qu'on va parler peut-être plus tard, il s'appelle Logo Lillard, pas pour rien. Le match moi, je pense que la game va révolutionner à cause d'un joueur comme Curry parce que la NBA va se dire, là, 50 ans, on n'avait pas de ligne de 3 points, on en a rajouté une. Ça a rajouté un, tu sais, pour faire de l'espacement, ça a rajouté. C'était un peu plus excitant. Moi, je suis comme Will, je pense qu'il va avoir une ligne de 4 points, un peu comme les Harlem Globetrotters, là, qui ont des spots entre le logo et la ligne de 3 points. Si tu tires de là, c'est 4 points. Parce que c'est rendu qu'avec les statistiques avancées, tout ça, c'est meilleur d'effectuer un tir de 3 points que donner le ballon à l'intérieur à un gros big man comme moi, dos au panier, on prend du temps, on va chercher une faute. Donc, je pense que je suis d'accord avec ce que Jay Williams avait dit là, à la télévision. Ouais, Will? C'est Ouais, puis d'accord pour avec ajouter à Max ce et que Jay Williams? Max dit, Ouais. c'est certain que Steph Curry, dans le top 4 des joueurs qui ont révolutionné le basket depuis la fondation de la NBA, assurément. Une autre chose que je trouve le fun avec Steph, c'est que les gens peuvent se connecter avec lui. Tellement que c'est un gars qui est humain, un gars qui est pas Ouais. imposant en général. Il mesure C'est seulement pas le 6 plus pieds gros, c'est 3, pas le plus 190 grand. livres. Non, exactement. C'est pas le joueur le plus athlétique non plus. C'est pas un homme surhumain quand on le regarde. Donc, on peut voir que même si tu es un petit gabarit, même si tu es un joueur qui n'est pas le plus rapide, le plus explosif, mais que tu es un joueur qui travaille sur non seulement ton quotient intellectuel sur le jeu, certaines choses comme ton tir, un peu plus technique, tu peux avoir un succès dans la ligue. Puis je pense que le fait qu'il soit de ce gabarit-là, qui est un joueur que personne ne pensait qu'il allait se rendre aussi loin que ça, gagner des championnats, gagner des MVP, battre des records, que ça a un impact sur le jeu et aussi le type de personne qui va vouloir jouer au basket aussi. En voyant ça, tu te dis, ah ben moi, même si je mesure 5 et 6, 5 et 7, puis je ne suis pas considéré comme le joueur le plus athlétique ou le plus grand, je peux quand même peut-être avoir une bonne carrière comme joueur de basket. C'est un sport qui, malgré ma taille, je peux avoir un succès et avoir du fun comme joueur. Donc, je pense que Steph, c'est ce côté-là qui est aussi amené dans le match ou dans le sport. Et c'est une des façons qui a révolutionné le sport. Fait que Will, ce que tu es en train de dire, c'est que avoir T'as travaillé une sur mon chance, basket, Alex. C'est j'aurais une chance, peut-être eu ouais. la chance d'avoir une bonne carrière dans la NBA. Donc, dans le fond, j'ai Ouais. raté ma vocation. J'aurais T'es dû juste trop vraiment vieux travailler plus maintenant. fort. Ouais, ça, Mais ouais, ton ouais. Ça, fils a encore une chance. Hein? Et exact. voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, effectivement. William, donc, passons du record qui va appartenir à Steph Curry dans la prochaine semaine, probablement, au sujet de ta chronique. Donc, tu vas nous parler de d'autres records dans la NBA qu'on considère là, des records pratiquement impossibles à battre. Oui. Mais il faut commencer avec le nombre de points marqués en carrière pour des joueurs de basket. On a parlé de Kareem Abdul-Jabbar qui a marqué plus de 38 000 points dans sa carrière. Mais pas loin derrière lui, on a quelques joueurs qui ont eu des carrières remarquables, comme fameux Kobe Bryant, juste derrière moi, Michael Jordan, qui est encore plus loin en arrière là-bas. Ce côté-là, c'est un peu plus difficile avec l'écran ici, qui ont marqué plus de Finalement, 30 000 points. tu me fais faire une visite de ton bureau présentement. Tout simplement ça. Kobe, En plus, Michael, j'ai plein de ballons de basket Curry à quelque bien part. utilisés. Non, exactement, Will, exactement. Will, C'est... as-tu la photo de Dirk Nowitzki que je t'ai envoyée ou tu l'as pas mis, ce poster-là? Je sais pas Non, de c'était quoi une tu joke parles. parce que Dirk est 6e. Là. Je te voyais aller dans la liste, tu sais, de dire Kareem, après ça, Karl Malone, LeBron, Kobe. J'allais pas aller aussi loin que ça. Là. Je J'allais le pas sais aller que aussi t'allais loin que pas ça. aussi loin, mais c'est le fan de Dirk en moi qui voulait juste te taquiner en disant écoute, Ah ouais. mets un Mais poster c'est de Dirk correct. aussi, mais Dirk, là. Ouais, Dirk, c'est une légende. Puis il y a eu aussi un record, tu sais, 20 ans. 21 ans? 20 ans? Comme 21 ans. joueur dans la même 21 ans, c'est lui qui a battu Kobe Bryant pour le plus d'années dans la même équipe. Donc, tu Ouais. vois, Max, ton lien
à apporter un autre record qui va être très difficile à battre, compte tenu que maintenant, les joueurs, ils font des super teams, puis ils se disent, bah, mais je vais changer d'équipe une fois de temps en temps, puis je vais essayer de gagner des championnats avec d'autres personnes. Bref, on a plugué Dirk Nowitzki grâce à toi. Mais pour revenir au point, au nombre de points dans un match, il ne faut pas oublier que LeBron James est encore un joueur extrêmement dominant. Okay? Il est rendu avec 35 724 points en carrière, qui est moins de 3000 points derrière Kareem Abdul-Jabbar. Et quand on regarde en moyenne le nombre de points marqués annuellement par LeBron James, ça a été plus que 1600 par année. Okay? La dernière année, il y a eu 1000 points, 1100 je pense, mais c'est en raison de blessure. Donc, si on se dit que LeBron James continue à marquer environ 1500 points par année, au cours des 2 prochaines années, le record de Kareem va se faire battre. Et il y a quelques années de ça, il y a peut-être 5-10 ans, on disait que ce record-là ne va jamais se faire battre. Mais, autre que si LeBron James a des blessures, c'est un record qui va se faire assurément battre au cours des prochaines années. Deux choses là-dessus. Excuse-moi, Alex. Non, LeBron James, c'est écrit dans le ciel que son but, c'est beau, c'est gagner des championnats, mais il veut battre le record de Kareem Abdul-Jabbar. Ça va pas être le premier qui va le dire sur tous les toits, mais tu le sais qu'il veut le battre. Il veut deux choses. Je pense qu'il veut jouer avec son gars pour être un des premiers à avoir joué père-fils dans la NBA, puis il veut battre le record de Kareem Abdul-Jabbar. Ce que j'allais dire, tu parles d'un des grands joueurs, Will Chamberlain. Il y a un record. Tu sais, là, souvent, on dit c'est un record qui ne sera jamais battu. Celui-là, là, il ne sera jamais battu. Je vous le confirme présentement. Là. Kareem Abdul-Jabbar, pendant la saison 1961-1962, Will, il a été sur le terrain là, pour chaque minute. Il a raté 8 minutes au total dans la saison, en incluant c'est Will Chamberlain, pas Kareem Abdul-Jabbar. C'est Will Chamberlain, c'est pas Kareem. Ouais, c'est Will. Non, mais c'est ça? Parce que t'as dit Kareem après. Ah non, Will. Oui, t'as dit Kareem. Will. Ah, pardon, Will Chamberlain. 48,5 minutes par match. Donc, il a manqué seulement là, 8 minutes au total. Écoute, il n'y a personne qui va jouer chaque minute de chaque match dans une saison. C'est absolument impossible. Ça, pour moi, là, c'est le seul record qui ne sera jamais battu. Surtout maintenant, dans la NBA, il n'y a absolument aucune chance. Will, ton prochain record... Oui, mais ça, un autre record de Will Chamberlain, par contre, que je pense qu'il va peut-être être très difficile à battre et même potentiellement, si jamais se faire battre, c'est le nombre de rebonds dans une carrière. Rebonds, les rebonds. Oui, le 100 points, peut-être, mais encore une fois, Kobe Bryant avec 81 points. On a eu un Devin Booker avec 60. C'est quoi, 71? Non, 73. 73 points. C'est quand même 30 je comprends. Points, là. C'est loin, là, Will. Je comprends. Mais, on ne sait jamais. On ne sait jamais avec la ligne de 4 points, Max, là, comme tu le mentionnais. Là. Imagine. Ça, c'est sûr. Mais il y a un gars dans la NCAA, je pense, un moment donné, avait marqué comme 130 points ou 110 points 120, dans les années qu'on jouait. C'est en 2010 ou 2011, c'était comme en Division 2 ou en Division 3. Ouais. Mais 100 points, ça va être tough, mais les rebonds aussi, ça va être tough. Très dur. Ah, mais les rebonds, juste pour te dire, là, Will Chamberlain, 23 924 rebonds en carrière. Le joueur que nous, on connaît, là, on a déjà vu jouer, okay, parce que, tu sais, des Bill Russell, de ce monde, on les a pas vus. Mais pour des joueurs que nous, on a vus dans notre génération-ish, là, le plus proche, c'est Tim Duncan avec 15 000 rebonds. Tu sais, il a eu une espèce de bonne carrière, Tim Duncan, considéré un des meilleurs joueurs de tous les temps, the big fundamental. Puis tu te dis, le gars est à 8 000 rebonds de Wilt Chamberlain. Et après ça, les joueurs que nous, on connaît qui sont encore dans la ligue, 11e, Dwight Howard, avec 14 000 rebonds. Qui est même pas proche. Il est à 10 000 rebonds. Donc, c'est sûr que ça va être un record qui va être presque imbattable. Et il y a également, Max et Will, des records un peu plus loufoques. D'ailleurs, Will, il y a un joueur qui a déjà écopé de 7 fautes personnelles. Et ça aussi, je pense que c'est un record qui ne sera jamais battu. Je pense qu'il y a eu un gars qui s'est fait renvoyer après le match. Là. Le gars à table qui prenait les statistiques. Mais au moins, ça n'a pas eu un impact sur le match. Là. On a lu là-dessus un peu
avant le podcast, là, puis la personne qui a eu sa 7e faute, il a joué 2 minutes de plus entre la 6e et la 7e, puis il n'a pas marqué de points, puis il n'a pas eu un impact sur le match. Mais quand même, cette faute dans un match, c'est quand même assez drôle. Il y a aussi des records d'équipe, notamment pour le plus de victoires consécutives par les Lakers. Et ça, on en a parlé, je pense, William, ensemble la semaine dernière lorsqu'on a fait un match. Les Lakers de 1971-1972, on dit à quel point les Suns de Phoenix, c'était extraordinaire ce qu'ils étaient en train de faire comme séquence. 33 victoires consécutives par les Lakers de 1971-72. Ça, c'est un record qui pourrait être battu. Ça va être excessivement difficile. Là. Ça a tout pris pour les Suns là, à se rendre jusqu'à 18. C'est un record qui, humainement, est possible, mais qui sera quand même très difficile. Will, on parlait également des Warriors de Golden State. Il y a un des coéquipiers de Steph Curry qui détient également un record qui va être excessivement difficile à battre. Oui, c'est le nombre de points marqués dans un quart. C'était 37 points par Klay Thompson. Par contre, encore une fois, dépendamment des changements de règles et le fait que les joueurs aiment tirer de l'extérieur puis qu'ils peuvent se réchauffer extrêmement rapidement, on pourrait voir ce record être battu, mais ça va être très difficile. L'affaire qui était le plus impressionnant avec Klay Thompson lorsqu'il a marqué autant de points que ça, non seulement dans ce quart, mais dans le match, c'est qu'il avait pris genre 5 dribbles dans tout le match. C'est pas un joueur qui va dribbler, marquer. Là. C'est un joueur qui va attraper le ballon, il va être à sa position, il va décocher son tir. Donc, c'est ça qui était remarquable avec la performance de Klay Thompson, puis qui est aussi remarquable, encore une fois, depuis le début de sa carrière. C'est un joueur qui marque des points, qui décoche des tirs de 3 points sans mettre le ballon sur le parquet. Écoute, il y a un paquet de records loufoques. Ah ouais. Si vous voulez lire sur le web, il y a des pages et des pages et des pages qui sont dédiées uniquement à ça. Si le sujet vous intéresse, là, je vous suggère d'aller vous perdre là-dedans. Will, on sait que tu es un homme occupé, donc en terminant, on aimerait parler avec toi de ce qui se passe du côté de Arizona et du Québécois Bénédicte Mathurin, nommé le joueur de la dernière semaine dans le Pac-12, a marqué 29 points contre Oregon State. Avant-hier, dans un match contre Wyoming, une autre équipe invaincue, deuxième doublé de sa saison, 24 points, 10 rebonds. Non seulement il est en mesure de performer à un haut niveau, là, mais j'ai l'impression qu'on fait qu'effleurer son potentiel. Si vous n'avez pas eu la chance de voir des faits saillants ou des highlights de Bénédicte Mathurin, allez sur YouTube, allez voir la façon qu'il joue. On voit qu'il y a un corps de joueur de la NBA, mesure 6 pieds 7, manie le ballon extrêmement bien, très serré. C'est sûr et certain qu'il doit améliorer certaines facettes de son match, mais c'est un joueur qu'on voit vraiment son potentiel déjà. Il a seulement 19 ans et il bouge comme un joueur de la NBA. Son corps est plus ou moins déjà prêt pour la NBA. C'est un joueur très athlétique. Il fait déjà des manœuvres de joueur de la NBA. On voit qu'il y a un excellent quotient intellectuel sur le jeu. Il est capable de bien distribuer le ballon. Donc, pour un joueur de sa grandeur, 6 pieds 6, 7 pieds 7, 6 pieds 7, il faut être capable de distribuer le ballon à ses coéquipiers. Et on l'a vu lors du dernier match contre Wyoming avec ses 5 aides. Il est capable de faire ça. Et une autre chose que j'aime bien, comme tu l'as mentionné avec son doublé, Alex, c'est qu'il va mettre son nez où est-ce que d'autres joueurs sont. Il va aller dans les arbres, aller chercher des rebonds défensifs, offensifs. Donc, il s'implique déjà dans d'autres. Non, mais c'est vrai, t'es un arbre, toi, Max, là. Toi, avec tes longs bras là, dans la bouteille. Un gros arbre. Un gros arbre. Ah, mais c'est comme, comme quand on fait un match ensemble, moi, je me sens vraiment entre deux arbres, normalement. Là. C'est comme ça que moi, je me sens quand je travaille avec vous autres. Ben, imagine-toi quand t'as des gars de 7 pieds alentour de toi. Non, c'est ça. Exact. Mais Max, ce que pour dire... Mathurin fait... Ce que je voulais dire, c'est que... excusez, on est les trois, on se coupe la parole. Qu'est-ce qui est bon pour Arizona cette année, c'est qu'on est dans le top 25, puis on continue à gagner. Et comme je disais, on en parlait mercredi, c'est du exposure. Tout le monde peut regarder les matchs plus tard dans la soirée. C'est sûr, pour nous, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus tard. Mais c'est une bonne équipe. Donc, Ben ne joue pas dans une cause perdante en termes que son équipe va finir 5 et 25, puis il va avoir 30 points par match. C'est le meneur de son équipe. Son équipe était, en début de semaine, était 11e.
Là, on a vu là, quelques dégringolades là, dans la NCAA cette année. Donc, c'est sûr qu'Arizona va continuer à monter dans le top 25. Et ils peuvent aller au tournoi de la NCAA cette année. Et je pense que le dernier mock draft, je regardais là, sur le site, il est comme 6e. Donc, écoute, c'est presque, je Ouais. ne veux pas dire qu'il n'y a rien de garanti, là, mais c'est presque garanti que s'il continue sur cette lancée-là, on va le voir dans le top 10 là, facile là, l'année Ouais, prochaine, mais cet été, pardon, dans le draft de la NBA. est-ce que Will, tu peux t'imaginer, tu sais, même Max, quand vous avez commencé à jouer au basket, là, pour vous, là, un Québécois repêché top 10, là, est-ce que ça a même effleuré votre esprit un seul moment? V'là 15 ans. Mais c'est, Ça existait pas. Mais tu n'avais bon, pas de en effet, modèle, C'était c'est pour ça. impossible. non, t'avais pas de modèle. Tu sais, comme joueur de basket, il y a toujours, tu sais, on a eu des rêves, là, Max. On s'était dit, ah, ben, on va à la NCAA, on va peut-être se Ouais, rendre à la NBA. Mais à un moment donné, on va se rendre dans la NBA puis être un 15e homme. Là. On va pas avoir un impact comme un Lugansdor a actuellement, comme Chris Boucher a Ouais. eu au cours des dernières années, comme Kem Birch a eu avant sa blessure. Donc, on voit ouais, que le niveau du joueur de basket à Montréal qui rentre dans la NBA ou qui perce la NBA, c'est pas juste un bench warmer. C'est un joueur qui va avoir un impact dans son équipe. Et on le voit dans la NCAA. Regarde Keyshawn, ce qu'il fait cette année à Colorado. Ouais. Regarde Tyrese Samuel à Seton ah Hall, ouais, qui est considéré comme un excellent exploit, joueur de troisième année, puis qu'il y a déjà des pisteurs de la NBA qui commencent à le regarder. C'est un grand gars de 6 pieds 10 qui va avoir un impact sur le jeu, non seulement défensivement et offensivement. Donc, quand on voit un Bénédicte Mathurin qui est constant dans sa performance, oui, il y a eu quelques mauvais matchs au courant de la saison, mais c'est encore une fois, c'est un jeune joueur. Puis son équipe a quand même gagné parce qu'il a fait d'autres choses sur le terrain. Donc, ça, je me dis, si tu es un jeune joueur québécois qui est bien encadré, qui a du potentiel, puis tu vois, tu as des modèles, non seulement au niveau de la NBA, mais au niveau de la NCAA, qui jouent sur les plus hautes scènes que tu pourrais voir, mais tu te dis, ouais, finalement, c'est accessible. Mais il va falloir que je travaille Ouais. vraiment fort pour me rendre là. Mais c'est quelque chose qui est exact. accessible pour moi. Donc, moi, je trouve que c'est des modèles pour nos jeunes joueurs, pour nos enfants, de voir ces joueurs-là se rendre là. Puis l'affaire que je trouve vraiment cool avec les gars qui sont actuellement dans la NBA, qui viennent de Montréal, c'est des joueurs qui agissent comme des bons citoyens, qui redonnent à leur communauté, qui sont positifs, qui ne vont pas se faire mettre dans des situations négatives qui vont avoir un impact sur leur image et aussi l'image de la communauté à Montréal. Donc, moi, je vois ça comme si c'est vraiment quelque chose de remarquable et qu'il faut que ça continue comme Ouais, ça. Là. Puis, les gars, il y a 2 choses pour moi. Plus il y a de talent dans une province, dans une région, plus on va se mettre à regarder dans cette province, c'est dans cette sûr. ville-là. Lorsqu'on voit un gars comme Chris Boucher, Lugansdor, là, Cam Birch, Karim Mané aussi, là, on commence à dire, il y a des bons joueurs à Montréal. Ben, s'il y a des bons joueurs à Ouais, Montréal, on va aller voir qui d'autre vient de Montréal. Puis là, soudainement, c'est comme ça que les équipes de la NBA s'intéressent à une province, à un pays également. Puis l'autre chose que j'ai à dire sur Ben, c'est, je me souviens, dans le balado qu'on a fait avec Peter, d'ailleurs, j'ai parlé à Peter ce matin, il me disait, son téléphone, là, arrête pas de sonner à cause de Ben. Tout le monde est très enthousiaste avec les bonnes performances de Ben. Mais souviens-toi, Max, premier match de Ben cette saison, 8 points, 2 en 13. Puis il y a tellement de ouais, pression, hein? Un joueur de deuxième année. Si Ben faisait ça à sa première année, on se dit, ben, c'est extraordinaire, mais il joue sans pression, entre guillemets. Et là, oubliez ça, là. Tu es un joueur de deuxième année, tu dois performer. Premier match, 2 en 13, 8 points. Et là, tu te dis, si ça continue à mal aller, le deuxième match, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième, là, ta confiance, elle vient de descendre au plus bas, mais c'est pas ça qui s'est produit. Il y a eu un mauvais match et demi, mais par la suite, là, 15 points, 25, 16, un match plus difficile de 6 points, 29 et 24. Puis c'est pas juste au niveau des points, c'est son potentiel. Puis comme tu le mentionnes, c'est un joueur capable de tirer, capable de passer. Son corps est prêt pour la NBA, mais c'est le potentiel qui va attirer les équipes de la NBA. J'ai vraiment hâte de voir où va être repêché Bénédicte Mathurin. William, on te laisse aller parce qu'on sait que tu es un homme occupé. Bon, Déjà, ça fait correct, quoi, d'abord, une trentaine je vais y de aller. minutes? Je Ben pense que écoute, Will parce avait que... quelque chose à dire, Alex. Là. Ah ben Je pense oui, qu'il y avait oui, un Will. point qu'il voulait mentionner avant Vas-y, de vas-y, partir. Will. Vas-y. La seule chose que je voulais dire, je voulais faire un petit parallèle avec ce que tu disais par rapport à la deuxième année. Souvent, on entend le sophomore slump. OK, la deuxième année comme étant plus difficile pour les joueurs suite à leur transition de première année. Et Bénédicte s'enlignait vers ça.
mais avec son mental qui est extrêmement fort et sa préparation qu'il a eue au cours des dernières années, non seulement à Arizona, mais à NBA Academy. Tu sais, il ne jouait pas au secondaire. Là. Lui, il jouait à NBA Academy avec la bonne compétition de haut niveau. Ça l'a préparé pour des moments un peu plus difficiles, comme il l'a vécu en début de saison, puis que ça l'a propulsé au prochain niveau. Donc, lui, déjà là, on le voit que son mental est plus fort que des joueurs de sa catégorie. Donc, c'est ça qui va l'aider aussi à acheminer puis se rendre au niveau qu'il veut se rendre. Puis ça, c'est la NBA. Puis on a vu Lugans, il a eu la même situation. Il n'a pas été repêché. Il aurait pu dire ah, pauvre moi, faire la victime. Il a dit, tu sais quoi, moi, je vais prendre un challenge. Là. Mon challenge, ça va être de faire la rotation d'une équipe, puis par la suite, devenir starter, par la suite, devenir un All-Star, par la suite. Tu comprends ce que je veux dire? À chaque fois qu'il y a eu des bâtons dans les roues ou un défi devant lui, il était capable de le franchir parce qu'il avait la mentalité et la mental toughness, comme on peut dire en La anglais. dureté du mental. Et je pense que c'est ça. Ça prend ça tente de le traduire évidemment, ça prend des qualités sur le terrain, mais la fameuse dureté du mental, c'est très important. Et là, William fait comme si ça lui faisait de la peine de nous quitter, mais il va retourner travailler dans sa vraie job. Il va avoir 150 courriels lors des 30 dernières minutes. Il va avoir 10 appels manqués. William, on te laisse donc à ta vraie job, entre guillemets. Merci beaucoup encore une fois pour ton temps ce matin. C'est très apprécié. Salut, Bien Big Will. plaisir, les gars. On s'en reparle bientôt. Salut, on se voit lundi. Max, donc, poursuivons si tu le veux bien. Tu sais, lorsqu'on a fait le match de mercredi, c'était donc le 8 décembre, et ça marquait 2 anniversaires très, très, très importants. Le premier, le 9e anniversaire d'une de nos pires photos ensemble de l'histoire. Ceux qui ont regardé le match de... C'était pas si pire. Non, non, non. À part le fait qu'on avait l'air d'avoir à peu près 12 et 13 ans, là. Mais à part, c'était pas si pire que ça. Et nous, on a eu la bonne idée. En fait, tu as eu la bonne idée d'envoyer ça à notre réalisateur Dario pour qu'il mette ça en onde. Il a accepté. Donc, vous avez vu à quel point on avait l'air jeune et fringant il y a maintenant 9 ans. Mais le vrai anniversaire, là, c'est le 8 décembre 2011. C'est l'anniversaire d'une des plus grandes transactions à ne jamais avoir eu lieu. Une transaction qui aurait pu vraiment changer le portrait de la NBA tout au long de la décennie 2010. Le 8 décembre 2011, Woj sort une bombe, comme il l'a fait si souvent, une nouvelle choc, et annonce que Chris Paul, Woj bomb, annonce que Chris Paul serait échangé aux Lakers dans une transaction à 3 formations. Pau Gasol passe aux Rockets. Lamar Odom, Louis Scola, Kevin Martin, Goran Dragic prennent le chemin de la Nouvelle-Orléans. Et là, on se dit, hein, pardon? Chris Paul va aller jouer avec Kobe Bryant aux Lakers dans le meilleur backcourt j'ai envie de dire de l'histoire, là. Mais je vais dire, mettons, des 20, 30. Écoute, avoir Chris Paul et Kobe Bryant, c'est à tout le moins, dans l'histoire moderne peut-être du basketball, là, ça aurait été l'un des plus grands backcourts, là. Et là, quelques heures plus tard, c'est ça. Quelques heures plus tard, on apprend que les propriétaires de la Ligue avaient mis de la pression sur le commissaire, le regretté David Stern, pour qu'il annule la transaction. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Hornets, à l'époque, appartenaient à la Ligue. C'est ça, appartenaient à la Ligue. Donc, toutes les formations, entre guillemets, étaient propriétaires de la Ligue. On l'a vécu à Montréal au baseball, lorsque les Expos de Montréal appartenaient à la Ligue, et ça empêchait les Expos d'effectuer des rappels de joueurs en fin de saison, notamment lorsqu'on se battait pour une course au championnat. Donc là, notamment, il y a le propriétaire des Mavericks, qui n'était vraiment pas content et qui l'a fait savoir également à David Stern, également. Dan Gilbert, propriétaire des Cavaliers, et les deux ont vraiment poussé pour que David Stern annule la transaction. Stern a dit plus tard, écoutez, moi, j'ai rien fait. On n'avait tout simplement pas le droit de procéder à cette transaction-là. Et Max, ça a tellement... Et puis, ce qu'il faut dire en plus, c'est que si cette transaction-là se produit, il y a des bonnes chances que Dwight Howard également s'amène du côté de LA. Si ça arrive, non seulement on aurait eu Howard, on aurait eu Kobe Bryant, on aurait eu Chris Paul,
mais il restait encore à peu près 30 millions de place sur la masse salariale. Puis à cette époque-là, souvenez-vous, là, un contrat maximum, là, en fait, lorsque tu allais chercher un joueur vedette, là, c'était pas 40 millions, là. C'était 12, 13, 14. Donc là, tu avais 2 autres joueurs vedettes qui auraient pu venir se greffer à cette formation-là et ça aurait, selon les dires de certains, pas détruit la NBA pendant plusieurs années, mais ça aurait quand même été très, très difficile de battre les Lakers. Il faut savoir qu'on sortait tout juste d'un lockout 2 semaines avant. Exact. Donc, cette méga transaction-là là, venait un peu chambouler la donne du côté de la NBA. Ça a amené aussi, Max, à l'autre transaction. Ça a amené à Lob City, Chris Paul qui a été échangé C'est aux ça, Clippers. Chris Paul est allé à Los Angeles, mais il a pas mis le C'est bon ça. uniforme. Il a joué pour les Clippers. Mais tu sais, avec DC, c'est facile à dire, comment ça aurait. Mais il faut se rappeler que une grosse pièce maîtresse de cette équipe des Lakers-là, c'était Paul Gasol. Parce que Andrew Ouais. Bynum était quand même assez jeune. Il y avait du potentiel. Mais Paul Gasol était la deuxième option, puis il adorait jouer avec Kobe Bryant. Ouais. Le fait que là, on l'aurait échangé, ça aurait été difficile parce qu'il faut se rappeler, cette année-là, les Lakers ont fini troisième, battu, je pense, les Nuggets en 7 en première ronde. Ouais. Ils ont Ça a vraiment perdu tout contre le pris. Thunder. Exactement, puis ils ont Ouais. perdu contre le Thunder en deuxième ronde. Tu te dis, est-ce que Russell Westbrook aurait pu matcher contre Chris Paul? Oui, mais qui aurait pu arrêter un Kevin Durant? Ben, tu avais un Kobe Bryant, tu avais un Paul Gasol, que tu avais une certaine présence à l'intérieur pour essayer de contrer, entre guillemets, Kevin Durant. Mais c'était les Spurs qui avaient fini premier. Donc, qui t'aurait joué contre Tim Duncan? Parce que le Thunder avait joué contre les Spurs. Mais c'est sûr que on a fait un petit clin d'œil à qu'est-ce qui s'était passé le 8 décembre. On a vu ça, cette transaction-là. Je me souviens qu'au début, j'ai dit, mon Dieu, c'est fou comme transaction. Chris Paul s'en va. Tu sais qu'il voulait s'en aller de la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans s'en allait nulle part. Pas de Ça va encore nulle propriétaire, part, comme tu d'ailleurs. dis. Ouais, ça, c'est autre chose. Là. On peut Honnêtement. parler de Zion Williamson qui veut peut-être faire la même chose que Chris Paul. Mais ça aurait été beau à voir le Chris Paul Kobe Bryant. Malheureusement, ça s'est jamais produit. Mais ça aurait été quelque chose. J'aurais aimé ça voir si on aurait eu peut-être la chance de se construire une super équipe parce qu'il faut mentionner, si Chris Paul va aux Lakers, on ne va pas chercher Steve Nash. Exact. Je pense l'été suivant ou 2 étés après. Puis on sait que ça n'a pas bien fonctionné. Pas Steve vraiment. Nash, Kobe, avec Dwight Howard aussi. Mais j'aurais aimé ça, mais malheureusement, David Stern a dit non parce qu'il était propriétaire / commissionnaire de la Ligue. Ouais. Et avec la pression des autres propriétaires de ne pas faire des gros échanges comme ça. Puis c'est drôle maintenant, un échange comme ça, tu te dis, v'là 10 ans, oui, c'était gros, c'est pas fait, mais maintenant, on en a vu tellement des gros échanges depuis 7 ans, ce qui amène peut-être au prochain point. L'homme qu'on Ouais. veut échanger en ce moment, un certain Dame Lillard à Portland. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu le crois quand il dit qu'il veut faire partie de la solution? Parce qu'il faut mentionner que le directeur général s'est fait renvoyer là, suite à des allégations de conduite, là, je pense, sexuelle et propos racistes qu'il a mentionné. Et là, la question sur les lèvres maintenant de la NBA, c'est est-ce qu'on échange un Dame Lillard parce que Portland s'en va nulle part? On vient d'apprendre que CJ McCollum est blessé à long terme. Qu'est-ce qu'on fait avec Dame Lillard? Lui a dit publiquement qu'il veut rester avec Chauncey Billups, qui est le nouvel entraîneur, qui veut faire partie de la solution. Mais le problème pour Dame Lillard, c'est que tu peux être le meilleur joueur au monde, mais je pense pas que tu vas gagner en Portland, buddy. Fait que peut-être que tu veux aller voir ailleurs pour essayer de gagner un championnat. Ouais. En fait, oui, je le crois, Max, quand il dit je veux faire partie de la solution. Il l'a dit après le match de mercredi au Oui, réseau ESPN. Je le crois. Mais en fait, je pense que son point, et il l'a dit cet été, il veut de l'aide. Il veut de l'aide. Et c'est pour ça que la transaction de Ben Simmons aux Trailblazers fait du sens pour moi. Parce que pour moi, c'est quand même de l'aide. Et ça fait du sens pour les deux équipes parce que d'une part, les Sixers, ben Simmons ne jouera plus jamais pour les Sixers, là, à moins d'une c'est grosse sûr. surprise. J'aime autant avoir un CJ McCollum qui va revenir à un moment donné qu'un Simmons qui ne jouera plus jamais pour les Sixers.
Donc, du côté des Sixers, je pense que ça fait du sens. Simmons et Lillard ensemble, comment ça va fonctionner? Je ne sais pas. Est-ce que Simmons doit être un meneur de jeu? Peut-être pas. Peut-être qu'enfin, c'est le temps d'essayer Simmons De le mettre à en une deux, autre ouais. position que meneur de jeu. Ben, tu peux le mettre en deux, mais c'est un meneur de jeu de 6 pieds 9. Fait que, rendu là, tu peux le faire jouer où tu veux. Tu peux le faire jouer en 3 aussi, si tu veux. Tu peux le faire jouer en 4. Ouais. C'est un joueur là, qui peut jouer à n'importe quelle position. Mais je pense que le point, c'est de dire aux propriétaires des Trailblazers, écoute, je suis sérieux, là, donnez-moi de l'aide, là, sinon je m'en vais. Donc oui, il veut faire partie de la solution, Ben, mais c'est la ça le solution problème. doit venir d'en haut aussi. Le problème, c'est que même, tu sais, la journée qui dit, ah, écoute, on peut pas donner de l'aide ou c'est impossible parce que de un, tu sais, c'est pas Los Angeles, c'est pas les gros marchés, c'est Portland, Oregon. Là. C'est pas la place que tu dis, hey, je m'en vais en vacances en Oregon à Portland. Et de deux, c'est qu'il est signé Ah, pas jusqu'en tant. 2025. Tu sais, ouais, Ouais. peut-être. Bon. C'est comme quand c'était qui? C'était Joachim Noah qui a dit on prend pas de vacances à Cleveland dans une des Ouais. séries Ah, contre les ben, ça, Cavaliers. par contre, je peux le croire, là. Ouais, moi aussi, pour avoir joué là souvent. Mais c'est parce que Damien Lillard a un contrat en haut de 40 millions pour les 3 prochaines années. C'est 42, 45, 48. C'est bien facile de dire, si t'es Damien Lillard, ah, ben, je veux faire partie de la solution, mais si vous ne m'aidez pas, je vais partir. Il faut que tu l'échanges. Il ne peut pas partir, il n'est pas libre comme l'air, il n'est pas joueur autonome. Et le problème, c'est que c'est dur d'échanger. Parlez-en à Houston avec John Wall. C'est dur d'échanger des joueurs avec des gros contrats. On est capable de le faire. Russell Westbrook l'a fait cet été de Washington à LA. Mais de ce que je comprenais, puis dans une entrevue que Stephen A. Smith a dit sur ESPN, la seule place que Dame Lillard voudrait aller, à part Portland, c'est à New York pour les Knicks. Mais est-ce que les Knicks peuvent changer tout leur noyau de jeunes joueurs pour accueillir Dame Lillard? Non. Ça reste à voir. Parce que si Dame Lillard reste, qu'on veut lui amener de l'aide, je ne sais pas comment on va faire ça, Max. Puis, on peut le faire, on peut C'est échanger tous nos dur. premiers choix, on peut échanger des joueurs, ça, c'est parfait. On peut le faire. Mais si on le fait et qu'on ne gagne pas, que Lillard part, plus de premier choix, plus de vedette, plus de Dame Lillard, écoute, ça ne regarde pas très bien. Donc là, tu as deux choix. Soit que tu essaies d'échanger Damien Lillard, puis tu essaies d'aller chercher des choix, puis des jeunes joueurs, puis de gagner un jour, ou bien tu prends le risque en 2026, tu une équipe absolument mauvaise, qui ne va absolument nulle part, mais pour combien d'années? Imagine là, si tu échanges tous tes premiers choix, puis que tu n'as plus de vedette, qu'est-ce que tu fais? Tu bâtis sur quoi? Tu bâtis certainement pas sur Hey, les joueurs autonomes. non, c'est sûr. Parce que les joueurs autonomes, tu sais, c'est la Ils difficulté de ne n'ont pas pas être joué à dans un gros Portland. marché. Ben, c'est ça. Il mouille tout le temps, puis c'est pas, tu sais, il fait froid, puis c'est comme à Toronto en termes que c'est pas un marché attrayant, même quoi, je pense que Toronto est plus attrayant que Portland. Mais c'est des marchés qui sont pas attrayants, que tu vois pas des gros joueurs autonomes qui disaient hey, moi, je m'en vais jouer avec les Trailblazers de Portland. Mais Sauf si c'est l'équipe là que gagne, oui, mais le comme à problème, c'est que l'équipe Milwaukee. gagne pas. Non, c'est ça, exact. Exactement, mais le problème, c'est que l'équipe ne gagne pas. Puis c'est avec, tu te dis, OK, Damon Lillard, c'est Jim McCollum qui est probablement un des meilleurs backcourt en termes de points, en termes de joueurs. Tu sais, Damon Lillard, là, écoute, il est dans le top 10 de la ligue là, en termes de statistiques euh, et de potentiel. C'est juste qu'il n'est pas capable de gagner. Il s'est rendu loin, mais il n'y avait pas assez. Parce qu'après ça, tu te dis, tu sais, t'as qui? T'as Dame Lillard, c'est Jim McCollum. C'est qui de la troisième option? Norm Powell, Yusuf Non. Nurkic, Larry Nance Jr. Tu sais, c'est pas des grosses troisième option comme dans d'autres équipes. Et le problème, maintenant, le problème avant, c'est que l'Ouest était super difficile. C'était excessivement dur de battre les grosses équipes. Ouais. Mais il y a tellement de parité dans la Ligue maintenant, puis on le mentionnait mercredi. Regarde dans l'Est, là. Si tu as une semaine que tu gagnes 3 matchs, tu étais 12e en début de C'est semaine, ça. tu peux être 3e en fin de la semaine. Ouais. Donc, c'est excessivement difficile. On accorde des gros contrats à des joueurs comme ça, mais le problème, à un moment donné, c'est que il faut prendre une décision, puis c'est soit tu impactes ton futur pour aller gagner maintenant, ou soit tu dis, je me libère de mes gros joueurs, on fait une reconstruction, puis on espère avoir des bons choix de repêchage, bien repêchés, aller chercher des bons joueurs prometteurs dans des autres équipes et construire pour l'avenir. Tu sais quoi? J'allais faire une comparaison avec LeBron en disant que LeBron,
chaque fois que LeBron quitte une équipe, il laisse cette équipe-là en lambeaux. C'était le cas pour Cleveland, c'était le cas pour le Heat également. Quand il part, généralement, après ça, c'est difficile. Le problème, c'est que Dame Lillard n'a jamais réussi à attirer vraiment un joueur autonome avec lui. Et c'est ça le problème. Exact. C'est pas comme si Dame avait pris le téléphone puis appelle un Kevin Durant qui vient bien jouer avec moi puis que ça fonctionne. Il n'y a personne nécessairement. Il n'y a aucune superstar qui veut vraiment aller jouer du côté de Portland parce qu'on peut aller gagner ailleurs. On peut aller gagner du côté de LA, on peut essayer avec le Heat. Il y a tellement d'options pour les joueurs de la NBA. Brièvement, Exact. Max, parce que je vois le temps qui file et je sais que tu as une réunion bientôt. Parlons de l'Alliance de Montréal Oui. qui nous a annoncé le nom de leur nouveau directeur général. Premier directeur Une bonne général, nouvelle. Joel Anthony, qui a joué pendant 10 saisons dans la NBA, 490 matchs également, 2 titres avec le Heat de Miami. Et ça, vraiment, Max, pour cette formation-là, c'est de la crédibilité instantanée là, pour l'Alliance. Exactement. Écoute, tu te dis, faut mettre un visage montréalais, que les gens connaissent quelqu'un. Joel Anthony, c'est un champion de la NBA, puis c'est pas, j'ai rien contre Bill Wennington ou quoi que ce soit, mais il a gagné récemment. Il a joué la game. Il a joué avec LeBron James, Chris Bosh, Dwayne Wade. C'est un Ouais. gagnant. Il a joué pour l'équipe canadienne. Malheureusement, l'équipe canadienne de basketball n'a jamais eu autant de succès pendant ces années. Mais il Mais était là. il était là, puis il a toujours été là. Et Ça. puis il a joué encore dans les 7 dernières années, je pense que c'est en Argentine. C'est une bonne personne, il a une bonne tête sur les épaules. Tu le vois, c'est pas une personne. William en parlait, là, nos joueurs de Montréal sont pas Ouais. dans les nouvelles pour les mauvaises raisons. Moi, je pense que ça amène une super grosse crédibilité. Les gens encore me posent la question: Ah, la Ligue, la CBL, la CBL, est-ce que. J'ai dit: le calibre est excellent. C'est des joueurs qui ont joué dans la NCAA, c'est des bons joueurs. La Ligue est sérieuse et des joueurs comme des anciens joueurs comme Joel Anthony qui veulent devenir directeur général à Montréal, ça veut dire qu'ils prennent en cœur la communauté, ça veut dire qu'ils croient en la Ligue, que la Ligue est sérieuse. Et écoute, c'est une super nouvelle. Je pense que c'était je veux pas dire un secret polichinelle, mais ça fait longtemps que Annie et Joël s'étaient parlé pour dire que oui, tu vas être le prochain directeur général. Et là, Au maintenant, mois d'août. j'ai juste hâte de voir la prochaine étape. Ça va être qui l'entraîneur? Est-ce qu'il y a Ouais. certains joueurs qu'on peut aller repêcher, des joueurs locaux, tu sais, juste pour avoir ce sentiment d'appartenance de dire, Ouais. hey, il y a des Montréalais, il y a des joueurs québécois qui font partie de l'équipe. Mais j'ai extrêmement hâte aux prochaines étapes. Je sais que le fan que tu es des couleurs et des uniformes, je pense qu'Annie nous disait que d'ici 1 à 2 semaines, on va pouvoir commencer à s'acheter de la marchandise de l'Alliance. Donc, ça aussi, c'est une des prochaines étapes. Et juste, ça donne un engouement. Mercredi, quand la nouvelle a été annoncée, je m'en venais au match. Moi aussi, j'étais dans le trafic à RDS. Mais j'ai entendu Joel Anthony à la radio. Je l'ai entendu le lendemain Ouais. matin, on parlait de ça. Donc, l'important, peu importe la plateforme que tu utilises, c'est d'en parler, de créer un engouement. Puis après ça, ben, c'est de voir euh, la crédibilité d'un Joel Anthony. Est-ce que tu vas avoir un bon entraîneur qui va s'associer à ça? Comment que le repêchage va être fait? Quels joueurs? Est-ce qu'on peut avoir des joueurs locaux aussi? Il y en a d'excellents joueurs locaux là, qui jouent en Europe ou qui sont dans la G-League en ce moment, qui sont peut-être pas à la NBA, mais qui pourraient jouer pour une équipe à Montréal. Ouais. Donc, C'est vrai. j'ai très hâte, puis je suis tellement satisfait, tellement content pour Joël, puis je pense que ça va être l'homme de la situation. Oui, il a jamais été directeur général, mais t'es pas directeur général de la NBA, là. C'est quand même une ligue un peu en dessous, mais ça Mhm. apporte une super grosse crédibilité à l'Alliance. Puis chapeau à Annie. Ouais. Puis jusqu'à présent, là, c'est A++. Ah, parce que Max, sans, sans manquer de respect à l'Alliance, sans manquer de respect à personne, là, c'est vraiment pas ça, mais Joel Anthony, dans sa vie, là, n'a pas besoin de devenir directeur général de l'Alliance de Montréal. Le gars, comme je l'ai mentionné, a joué presque 500 matchs dans la NBA, 10 saisons, 2 titres avec LeBron. Il, a- il aurait pu cogner à n'importe quelle porte de la NBA pour essayer de trouver une job. Il y en aurait probablement eu une. Ouais. Le joueur a peut-être environ 20 millions de dollars. Là. Il n'a pas besoin de Non. revenir à Montréal et de devenir directeur général. Mais il voulait redonner
à la communauté. C'était important pour lui de revenir à Montréal. Et juste pour ça, là, on se doit absolument de lui lever notre chapeau. Tu parlais de l'entraîneur de l'Alliance de Montréal. Annie Larouche m'a dit mercredi, on ne connaît pas encore qui sera l'entraîneur-chef de l'Alliance. Elle nous a dit par contre que depuis le mois d'août qu'elle le savait, que Joel Anthony était pour devenir le directeur général de l'équipe, mais pour l'entraîneur, elle m'a confirmé qu'il n'y avait aucun nom encore, mais elle reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de CV. Et comme tu l'as dit, j'ai bien hâte de savoir donc qui sera le nouvel entraîneur de l'Alliance de Montréal. Avant de se quitter, deux choses. Nos prochains rendez-vous à l'antenne de RDS. Ce soir, Mathieu Jolivet et Peter Yiannopoulos vous attendent pour le match entre les Knicks et les Raptors. Et lundi soir, je serai en compagnie de William Archambault pour la rencontre Raptors-Kings. Max Boudreau, toujours un grand plaisir de se retrouver chaque 2 semaines. Et là, on a un invité dans 2 semaines et on revient dans notre case horaire, entre guillemets, régulière du mercredi. Donc, mercredi 22 décembre, dernier balado du centre-ville pour l'année 2021. On sera de retour en 2022. On va accueillir pour l'occasion Meeker Guerrier. Et Meeker va vous rendre service essentiellement en vous parlant de quelques idées cadeaux pour les amateurs de basketball, peut-être qu'ils vont magasiner à la dernière minute. 3 jours avant Noël, Meeker. Ben écoute, Max, quand là, j'étais plus jeune, peut-être à l'âge de 17, 18, 19 ans, là, je magasinais, je pense, tous mes cadeaux le 23. Je les emballais le 23 au soir ou le 24 au matin, puis c'était ça. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes dans la même situation que moi. Donc, Meeker Guerrier va vous venir en aide. Max, encore une fois, un grand plaisir de te retrouver pour ce balado du centre-ville. On se laisse avec une entrevue que j'ai réalisée lors du match qu'on a fait ensemble mercredi dernier avec Joel Anthony et Annie Larouche de l'Alliance de Montréal. Donc, on se retrouve pour notre part le 22 décembre. Salut tout le monde! On accueille 2 invités de marque. Donc, à mes côtés, Annie Larouche, qui est vice-présidente opération de la nouvelle formation, l'Alliance de Montréal. Et vous reconnaissez certainement pour les amateurs de basketball de la NBA également, Joel Anthony, qui a joué près de 500 matchs dans la NBA, 2 titres avec le Heat de Miami. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation ce soir. Ça fait plaisir. Merci de nous recevoir. Joel, première question pour toi. Tu as joué 10 saisons dans la NBA. Tu as gagné 2 titres, comme je l'ai dit. Tu as voyagé à travers l'Amérique du Nord. Pourquoi tu as accepté de devenir directeur général de l'Alliance de Montréal? Qu'est-ce qui t'a poussé justement à revenir à Montréal? Pour moi, je pense que c'est une chance pour faire quelque chose de très, très bien pour mon communauté. Alors, j'aime tellement pour aider les jeunes. Quand j'ai joué, tu sais, parler à des écoles et des choses comme ça. Maintenant, je suis en position où je peux faire... inspire les jeunes. Ouais. Et aussi, j'ai une responsabilité pour donner une opportunité à d'autres qui veulent, c'est un entraîneur ou d'autres personnels. Alors, je suis très fier pour avoir cette chance-là. Annie, d'avoir Joel Anthony, c'est de la crédibilité instantanée. Comment ça s'est déroulé, les négociations, si de négociations il y a eu? Il n'y a pas eu beaucoup de négociations, en fait. Bien, Joël, faisait partie des... Il était consultant pour les Honey Badgers à Hamilton. Donc, on a commencé à discuter peut-être en avril, très rapidement. Joël voulait être impliqué, il voulait redonner justement à la communauté. Tu sais, Joël est né ici, il a grandi ici, il est allé à l'école ici. C'était important pour lui de s'impliquer. Puis, comme il disait, de donner une chance... à tous, puis de redonner aussi à la communauté qui l'a soutenu dans tout ça. T'sais, on le sait, là, l'expérience basketball, on a facilement fait un crochet. Il y avait aussi le fait d'avoir été consultant pour les joueurs aussi avec les Honey Badgers. C'était une expérience et il y a tellement de belles valeurs qui nous rejoignaient, qui rejoignaient celles de la Ligue. Il n'y avait pas de... C'était facile. Et je te dirais que j'avais même pas de plan B. T'sais. C'est Joël que je voulais, puis... Et voilà, Joël, comme on l'a dit, tu as joué pour le Heat de Miami, pour Eric Spoelstra, entre autres. Bien, voici, on a une petite vidéo pour toi.
Joel, it's Coach Spo here. Just want to congratulate you on your general manager appointment. Knew you would have a post-career in basketball, and you made the smart move, not getting into coaching. But Heat Nation, we're thrilled for you. You're a champion. You'll bring all those qualities with you, I know, to your new franchise, and we wish you all the best, man. Good luck, and don't be a stranger. Stop by when you're in South Florida. Joël, comme Erik Spoelstra l'a dit, tu as fait le bon choix de devenir directeur général et non entraîneur. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Pour moi, c'est juste plus de, comme je dit avant, plus de responsabilité pour donner d'autres options pour les joueurs, les entraîneurs, le personnel. Et j'aime être, tu sais, un peu entraîné avec les autres joueurs. Et je pense que je peux les aider beaucoup, mais je pense que j'ai plus de influence avec cette position-là. Justement, quel sera ton plus gros défi? Pour le moment, j'imagine trouver un nouvel entraîneur-chef. Ouais. Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu as des noms en tête des entraîneurs qui t'ont dirigé et est-ce que tu recherches certaines qualités, par exemple, de Erik Spoelstra? Qu'est-ce que tu cherches du nouvel entraîneur-chef pour l'Alliance de Montréal? Pour l'entraîneur-chef, je pense que je veux entendre tous les différentes personnes qui peuvent faire le travail. Mais j'espère d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience professionnelle, des expériences professionnelles FIBA pour être un grand plus pour nous. Mais je pense que le style du entraîneur, ça peut être n'importe quoi. Alors, je veux juste avoir quelqu'un qui, je sais qu'il va être responsable, va avoir du discipline et qui vont essayer de donner leurs joueurs une chance pour développement. Alors, ça, pour moi, c'est très important et j'espère qu'on va trouver ça plein soon. Annie, évidemment, bon, tu vas laisser le pouvoir de choisir les nouveaux joueurs à Joël, mais à quel point, pour toi, personnellement, c'est important d'avoir des joueurs québécois, du talent québécois, ne serait-ce que pour le marketing également de cette équipe? Quoique pas de meilleur marketing que la victoire, mais malgré tout, à quel point c'est important d'avoir des joueurs québécois dans cette formation-là? Bien, c'est très important, c'est certain. Puis, tu sais, Joël aussi, Joël l'a mentionné, il veut laisser la chance. On veut... Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une équipe de basketball à Montréal. Il y a une belle, grosse communauté basketball. Il y a beaucoup de talent. On le voit avec Logan Stewart, avec tous les joueurs, Chris Boucher, etc. Du talent local, il y en a. Et on veut permettre à ces joueurs-là de rayonner. On veut leur donner une plateforme supplémentaire, puis leur donner l'opportunité de jouer devant chez eux, devant leur famille, devant leurs amis. Joël, Annie parle de la nouvelle génération, des Lugansdal, les Khem Birch, les Chris Boucher. Qu'est-ce que tu penses justement de cette nouvelle génération-là qui se sont inspirés de joueurs comme toi qui ont réussi à percer jusque dans la NBA? Moi, je suis tellement content pour voir ça. Les joueurs, il y a tellement maintenant de joueurs jeunes qui jouent au professionnel comme Chris Boucher, Khem Birch, Lugans, mais il y a aussi d'autres plus jeunes dans l'école maintenant universitaire comme Ben Mathurin et beaucoup d'autres. Alors, pour voir ça et voir le chance depuis quand moi j'ai joué, je suis très fier pour voir ça. Annie, quelle a été la réaction de la communauté basket depuis l'annonce du logo et du nom également de l'Alliance de Montréal? C'est vraiment...
on s'attendait à une belle réponse, mais ça a été une belle vague de positivisme. Les gens aimaient le nom, comprenaient la signification derrière tout ça. Il faut dire qu'on avait fait un sondage aussi. C'est important c'est important pour moi de savoir qu'est-ce que les gens veulent voir, qu'est-ce qu'ils ont... Je voulais qu'il y ait un... Dans le sondage qu'on a fait, le sentiment d'appartenance revenait souvent, puis on s'est dit, on veut répondre à leurs attentes. On veut qu'ils sentent un attachement à tout ça. Donc, c'est très, très positif. Donc, le lancement avec le logo, puis aujourd'hui avec Joël, ça va bien. Il restera maintenant le chandail, restera le nom de l'entraîneur également. Longue vie à l'Alliance de Montréal qui va amorcer sa saison au mois de mai. Merci beaucoup, Annie Larouche, Joël Anthony, pour votre présence ici ce soir. Très, très, très apprécié. Merci.